thème du jour, je vis avec le VIH-Sida depuis 1990. Elle est courageuse, elle est charmante, elle est aussi présidente de l'ONG Femmes Actives. On va la recevoir tout de suite. Elle, c'est Semilou Bertine, que je vous demande d'applaudir comme il se doit. Alors là, ce que je vais vous demander, c'est de faire la bise à tout le monde aussi. Pour dire que, en le faisant, on n'a pas de risque d'être contaminé. On a l'impression... Ah, mais là, ça sera compliqué, hein. Il en profite, là. Bienvenue sur notre plateau, Semilou Bertine. Installez-vous. Merci beaucoup, ça va. Alors, il faut dire que vous êtes aussi chef d'entreprise. Donc, cela fait 20 ans, si je comprends bien, 20 ans que vous êtes déclaré séropositif. Oui. C'est bien cela. Oui. On aimerait savoir comment est-ce que vous l'avez appris, cette nouvelle. Comment est-ce que vous avez su que vous aviez le virus? Ouf, ok, merci. Mais je pense que d'entrée de jeu, je vais adresser mes condoléances à la première dame qui a perdu son père et à madame le ministre qui a aussi perdu son époux, donc je viens de la lever. Merci beaucoup. Merci de je tiens vraiment à remercier aussi la RTI qui me permet de m'exprimer pour que vraiment les personnes n'aient plus peur de ce fléau. Et comme vous le dites, c'est depuis les années 97. Sincèrement, je tombais régulièrement malade et je refusais de faire le test. Quand vous dites je refusais de faire le test, on vous demandait de le faire? Oui, mais quand tu vas, avant, quand tu allais, on parlait quand même de ça. Et quand on faisait la promotion, on faisait les préventions à la télévision, on se disait que ça ne concernait que les autres. Au point où, quand j'ai pris ma première grossesse, je suis allée en consultation prénatale. On m'a proposé de faire le test. J'ai refusé. Et je suis rentrée à la maison. J'ai accouché normalement. Et c'est quand l'enfant a eu 10 mois que j'ai commencé à avoir des petites maladies. Je ne comprenais pas. Chaque fois, je vais me faire traiter, mais la maladie, le palu. Des fois, tu vas dire c'est la grippe. Mais il faut dire que chaque fois, ça récidivait. Jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans et demi, j'ai senti que vraiment je perdais assez de poids. Et j'étais tout le temps sous perfusion, mais il n'y avait pas d'amélioration. Et j'ai pris sur moi l'engagement un jour de dire à ma soeur que sincèrement j'étais fatiguée. Et je tiens au passage aussi à la remercier parce que vraiment elle m'a soutenue. C'est elle qui m'a dit, mais tu es tellement malade, on va chercher les moyens pour t'envoyer en consultation. Non, c'est comme ça, je suis allée en consultation et le médecin a proposé, j'ai dit vraiment là, je suis fatiguée, mais j'accepte maintenant de faire le test. Et c'est comme ça qu'on a fait le bilan. Et en son temps, il fallait passer 2 semaines après pour prendre le résultat. Et quand je suis arrivée, les 2 semaines arrivées, je suis allée prendre le résultat. Mais devant moi, on donne les enveloppes des autres, ils s'en vont. Mais moi, à mon tour, on me dit, rentre dans le bureau du médecin. Ça vous a fait tiquer, hein? Ça m'a fait tiquer. Donc, je suis allée voir le médecin. Le médecin me dit, ah, madame, vraiment, on a fait le bilan. Dans l'ensemble, tout va bien, mais il y a un souci. J'ai dit, quel est ce souci-là? Il dit, non, vraiment, et on a fait le test de VIH, mais malheureusement, vous êtes positif. Il ne vous a pas préparé avant? Non, 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 non. Il vous donne la réponse comme ça? J'ai dit, vous dites quoi? En tout cas, le résultat était très brut. Donc, j'étais assise. Là, je ne sentais plus la chaise en bas de moi. J'imagine. Vous vous imaginez en 97? Je ne sentais plus la chaise. Et j'étais assise. J'ai pris un coup. Et puis, je lui ai dit, ben, est-ce qu'il y a une solution? Il dit, oui, il y a une solution. Il y a des centres de prise en charge. On va vous prendre en charge au CHU de Trècheville ou maladies infectieuses. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a des médicaments? Les médicaments seront disponibles. Il dit, vraiment, je ne peux pas vous rassurer,
Mais les médicaments sont disponibles, mais ce n'est pas à la disposition de tous. Accessible à tous. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, orientez-moi, donnez-moi un document de référence. Donc, il m'a référé dans le centre de prise en charge. Je suis allée, j'ai rencontré le médecin. En fait, l'accueil même du médecin m'a déjà encouragée. Elle m'a rassurée, non, n'ayez pas peur. Si vous faites suivre, ça va aller, tout ça. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Elle me dit, bon, il y a le traitement, mais voilà, ça coûte tant. Je dis, ah, là, c'est un problème. Donc, je suis retournée encore à la maison. Je suis allée voir ma soeur, je dis, ah, on dit qu'il y a un traitement, mais c'est très coûteux. Mais comment on fait ça? Mais justement, comment est-ce que vous avez donné la nouvelle auparavant à votre sœur? Parce que, je veux dire, en 1997, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qu'il est séropositif, automatiquement, on pense à la mort. Oui. Voilà, ça c'est clair. Mais oui, mais et ça pardonne pas. Et on est rejeté parce que les gens ont peur d'être contaminés. Oui, mais j'en viens. Quand je suis arrivée, ma soeur qui était au travail, elle est venue. Je lui ai dit, je vais te voir. Quand elle est venue, je lui ai remis l'enveloppe. Et quand elle a vu l'enveloppe, sincèrement, elle a commencé à couler les larmes, elle a fondu en larmes. Elle ne s'est pas évanouie? Et ensemble, non. Ensemble, elle m'a attrapée. En tout cas, elle a essayé de me consoler à ma manière. Puis je lui ai dit, vraiment, tu as vu le résultat, il n'est pas bon. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais aller à Boaké. Comme mon père était à Boaké, père à son âme, je lui ai dit, bon, j'ai la fille que j'ai accouchée qui est là. Je te la confie, mais moi, je vais aller à Boaké pour mourir là-bas. Donc, ça va être notre secret entre nous deux. C'est quand même fort. Hein? Oui. Elle dit, non, Betty, ne dis pas ça. Bon, j'ai compris, je dis pardon. En ce moment, vous vous donniez combien d'années pour vivre? Non, je ne me donnais même pas 1 an. Hein. Oh. Non, je disais, en tout cas, il faudrait que ça reste notre secret parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde soit au courant que c'est ce qui m'a tué. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je dis, je te confie ma fille. Et puis bon, le lendemain, elle allait au travail, mais elle était en larmes. Ben, maintenant, elle a appelé mon frère qui est aux États-Unis, elle lui a expliqué le problème. Et le lendemain matin, il m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit, comme quoi? Il dit, non, tu ne mourras pas de ce fléau-là. C'est Dieu qui a permis que je sois aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'on peut saluer ensemble ce frère? En tout cas. Il dit, Dieu voyait cela venir, c'est pourquoi il a permis que tu m'aides à venir vivre aux États-Unis. Et que, quel que soit le coût du traitement, je te soutiendrai. Et que je te préfère en vie que de voir que j'ai construit un building en Côte d'Ivoire et que je viens, tu ne vis plus et que je vais... Non, que je ne me vois pas. La vie est bien plus je que le matériel. Je préfère que tu sois en vie, que je ferai tout possible pour que tu sois en vie, quel que soit le coût des médicaments. J'ai commencé à fondre en larmes. Je dis non, il ne faut pas faire ça. Qu'on dit c'est trop cher, mais il n'a pas accepté. Donc il a fait venir les fonds pour que j'aille me faire prendre en charge. Je me suis fait prise. En ce moment-là, je veux dire, les ARV coûtaient vraiment cher. Ça coûtait 321 000 par mois. Donc, c'est un budget. Donc, vraiment, il faut dire que mon frère était prêt à tout pour moi. Et il a dit, bon, j'envoie l'argent, commence les premiers bilans. Et je suis partie, on a fait tous les premiers bilans, j'ai commencé à prendre le traitement. Mais pour moi, c'était tellement cher que je dis, bon, je vais essayer d'aller vers les tradipraticiens. Donc, je me suis orientée vers les tradipraticiens où je prenais des bidons chaque fois, je buvais. Mais... Et ils vous ont dit quoi? Qu'ils pouvaient vous soigner? Oui, ils ont dit qu'ils pouvaient soigner. Donc, j'ai commencé à boire. Donc, je prenais jusqu'à ce que ça finisse. Mais au contraire, j'ai rechuté. Et quand je suis allée, je suis montée à un montant encore plus élevé. Je dis non, que c'est trop cher. Gardez l'argent là, vous allez prendre pour faire mes funérailles. Oh là là. Mon frère dit pas question. On ne va pas t'enterrer ici. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec le soutien de mes parents, le sous-traitement. J'ai été informée, mais je n'avais pas encore accepté, malgré les moyens qui étaient à ma disposition, mais je n'avais pas encore accepté mon statut sérologique, au point où j'ai laissé ma fille mourir du fait de refuser de faire son test. Elle est morte du fait du VIH.
Et c'est après la mort. Si je comprends bien, vous n'avez pas fait dépister votre fille? Non, 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 parce que je n'avais pas accepté. Donc, c'est un refus. Donc, quand elle est décédée... J'imagine votre culpabilité. Oui, non, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai pris un coup et mon médecin m'a orienté maintenant dans une association de personnes vivant avec le VIH. Et cette association, le président était mon mari actuel. Et c'est là que j'ai eu toutes les vraies informations et j'ai pu prendre une autre grossesse. Aujourd'hui, ma fille a 16 ans et vraiment, ce qui me donne le courage de lutter vraiment pour sauver mes semblables. Donc, pour que les choses soient un peu plus claires, je veux dire que vous aviez un enfant, une fille avec un monsieur qui n'était pas votre mari. Et je crois qu'il y a eu séparation à la suite du décès, c'était un Français. Et après, quand vous contactez l'association, lorsque vous adhérez, vous rencontrez votre mari actuel avec qui vous avez eu un enfant qui a aujourd'hui 16 ans. C'est votre mari. Hein. Voilà. On voit le sourire, on sent que... Elle est très amoureuse. Là, depuis qu'elle est assise, c'est son plus beau sourire. En tout cas, l'amour. Bah, je vous le souhaite. Donc, vraiment, à tous ceux qui nous regardent, je leur souhaite de connaître l'amour. Je profite aussi. Bon, voici ma fille. Oui, justement, pour parler de votre fille, d'abord parlons du statut de votre mari. Mon mari, il est positif comme moi. Il est séropositif aussi, comme vous. Oui. Et au niveau de la fille... Elle est négative. Voilà. Je lui fais un coucou au passage. Oui. Et alors, c'est qui... Oui, allez-y. Comment ça se fait que deux séropositifs se mettent ensemble et ils donnent naissance à une fille qui est séronégative, sans rentrer dans il faut dire qu'aujourd'hui, la science a évolué aussi. Hein. La science a évolué. Et une fois que tu prends correctement tes traitements, tu deviens indétectable et ta charge virale est indétectable. Ta charge virale est indétectable. Donc, tu peux faire un enfant sain. C'est-à-dire que si on vous prélève du sang, on vous fait le test de dépistage aujourd'hui, on ne va pas détecter le VIH. Oui, on ne le voit pas, mais on dit qu'il est toujours là, sous les ganglions. Ah, d'accord. Donc, quand tu es arrivé à ce point, tu deviens vraiment une personne normale. Wow. Tu n'es plus transmissible. Alors, moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est que vous puissiez nous donner les recommandations que vous avez suivies lorsque vous étiez enceinte et quand vous avez accouché pour ne pas que l'enfant soit contaminé. Ok, les recommandations, il faut reconnaître, je profite aussi pour remercier le gouvernement américain à travers le projet Retroci. Et on était enceinte et on nous donnait des médicaments qu'on prenait pendant la grossesse et pendant le travail aussi. Il fallait respecter toutes les prescriptions qui étaient dites par les femmes qui nous suivaient, les sages-femmes. Donc, on a vraiment suivi à la lettre tout ce qu'elles nous recommandaient. C'était quoi les recommandations? Les recommandations, il fallait prendre des médicaments à 6 semaines. En ce moment, on n'était pas encore à la nouvelle approche qui dit aujourd'hui qu'il faut mettre une femme enceinte de façon systématique sur les ARV. On n'était pas encore à cette période-là. Donc, à 6 semaines, on vous donnait les ARV. Et pendant le travail aussi, vous preniez ces mêmes médicaments pour éviter la transmission. Il paraît que les comprimés là, sont gros comme les carreaux de sucre. Vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est normal. C'est un peu plus gros. Vous voyez, il y a un peu les Bactrim, il y a des comprimés plus gros à la pharmacie. Hein. Mais il faut dire que c'est acceptable. Un truc qu'on peut avaler, je pense que c'est acceptable et c'est moins contraignant. Alors, Madame Semilou, on revient encore sur les ARV. Je veux dire que c'est un traitement qui se fait au quotidien et c'est un traitement à vie. Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas oublier de prendre vos médicaments et pour ne pas que ça vous pèse là-dessus parce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas contraignant du tout? Oui, en fait, ce qui m'arrange, c'est que non seulement mon entourage est informé et ma fille aussi. Donc, je chronomètre mon portable. C'est la seule que vous avez? Oui, c'est la seule actuellement, c'est la seule. Pour l'instant, hein? Non, en fait, je ne peux plus en faire. Je n'ai plus envie d'en faire aussi. Vous avez quel âge, si ce n'est pas très indiscret? Si ce n'est pas discret, j'ai 53 ans. Wow! Wow!
Non, moi, je suis pas étonné. Non. Ah non, moi je Non, vous non, donnais non, moi, je suis 45 pas ans. étonné. Hein. Je vous donnais 45 Franchement, ans. c'était pareil 45 pour ans. moi. Moi, je vous donnais 45 ans et pas plus. Non, moi, 50. il faut dire que moi, j'ai su déjà, même par sa manière de faire la bise déjà. Non, voilà, voilà. J'ai su que... J'ai envie de dire qu'elles sont belles les femmes gourou, qu'elles sont belles les femmes africaines, qu'elles sont belles les femmes ivoiriennes. Vraiment quoi. 53 ans. Qui l'aurait cru? On dirait... Oh. D'accord. On peut continuer. On revient. Vrai, ouais. Oui, Donc, par rapport au traitement, tout à fait. bon, il faut dire que les traitements ne sont pas aussi gros comme les gens le font croire. Et aujourd'hui, il faut dire que aussi, c'est pas contraignant. En notre temps, on prenait au moins 10 comprimés par jour. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on prend soit 2 ou 1 comprimé par jour. C'est-à-dire Moi, un le matin traitement, et un le oui. soir. Le traitement sur lequel je suis, je prends au coucher, une fois au coucher. Donc, c'est moins contraignant. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport aux médicaments, mais aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'on ne peut pas accuser les médicaments pour dire que c'est la raison pour laquelle je ne vais pas prendre les... Moi, je loue veux quand pas même me faire votre courage, dépister. hein, parce que Oui. ça fait plusieurs années que comme ça, à visage découvert, vous témoignez, Oui. Vous sensibilisez. On a même fait Qu'est-ce des qui vous a films. poussé? C'est vrai que vous êtes, vous portez le virus en vous, mais ça a été quoi la motivation réelle de cette sensibilisation acharnée? La motivation réelle, c'est le fait d'avoir pu faire un autre enfant. Parce qu'en son temps, on disait, une fois tu es positif, tu fais un enfant, tu ne peux plus faire d'enfant. Et je me rappelle l'année où ma fille était décédée, ma belle-mère qui disait, la femme de mon papa qui disait, non, habillez bien le corps, vous savez que votre soeur ne pourra plus faire d'enfant, tout ça. Donc il faut miser au maximum sur le corps. Donc Dieu a renversé la situation. Aujourd'hui, j'ai pu faire un autre enfant qui a 16 ans. Vraiment, c'est l'enfant. C'est la première raison, c'est l'enfant. Je dis, chaque jour, quand je vois ma fille, elle me donne le courage de vivre. Elle est une source de motivation. Voilà, pour une vous, source hein. de motivation au point où elle me motive aussi à sensibiliser les femmes à fréquenter les centres de santé quand elles sont enceintes. Lorsqu'on leur proposera de faire le test, qu'elles acceptent, qu'elles ne se comportent pas comme moi et puis après elles vont regretter. Vraiment. D'accord. En dehors déjà du travail que vous faites, hein, le métier, pour ne pas dire que le fait de sensibiliser, c'est déjà gros, quelles sont les solutions que vous proposez ou d'autres solutions que vous pouvez proposer pour freiner ou éradiquer l'épidémie? Bon, les solutions que je peux proposer, je pense que c'est d'abord inciter toute la population à connaître son statut sérologique. Il y en a Ça, combien de c'est- personnes ici? Bon, c'est la Il y a question que je combien de voulais personnes poser. qui ont déjà fait leur test? Moi, j'ai fait le mien il n'y a pas 3 mois. Sûr, hein? Sûr, mais je vois des personnes qui n'ont pas encore fait leur test. Avant-hier. Ici, avant-hier. Et là-bas. Bon, d'accord, je veux voir les mains de ceux qui n'ont pas encore fait leur test. Non, ça va, vous n'avez pas besoin. Elle a levé la main. Non, mais C'est sérieux, quoi, c'est pour- n'ayez pas honte, mais Oui. allez le faire. Allez C'est le faire, c'est très important. important. C'est mieux de savoir son statut sérologique que de ne pas le savoir. Oui. Ce serait tard. Pardon, Alissa. Alissa? Ah non, 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 non. Mais vous avez fait vos tests. J'ai rien à dire. Oui, madame. Excusez-moi. On vous laisse Donc, poursuivre. Voilà, donc je disais, c'est de d'abord faire le test de dépistage. Et quand on voit qu'on a été dépisté, il faut retenir qu'on ne reste pas négatif à vie. Ça veut dire, si tu as été dépisté et que tu es négatif, évite d'avoir les comportements à risque. Voilà. Donc, si tu es dépisté... Excusez-moi, rapide. Est-ce que du positif vous devenez négatif après? Pardon? De votre sérologie actuelle. Oui. Est-ce que vous pouvez redevenir séronégatif? C'est pas après? un cas impossible, c'est ça pas relève évident. du miracle. En fait, c'est à ça on veut arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Je ne sais pas s'il y a certains qui font des miracles, mais Ouais, je parce suis que, mal voilà, placée j'ai vu pour des vraiment histoires, témoigner dans ce sens-là. Oui, ça existe. Voilà. Donc, je n'ai pas encore vu un cas pareil.
Donc, je disais, si jamais, toutefois on est dépisté positif, c'est de vraiment fréquenter les centres de prise en charge. Il y en a partout maintenant. Et vraiment, il faut retenir aussi que les personnes dépistées, c'est de demander aussi à l'entourage d'éviter de les stigmatiser. Tout à fait. Vraiment, la stigmatisation pose un frein même à tout cela. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a une loi au moins qui couvre les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire, la loi dit que si tu es dépisté positif, que quelqu'un divulgue ton statut, il est passif d'emprisonnement. D'accord. Et il y a une loi aussi qui nous corrige, nous les personnes vivant avec le VIH, pour dire que, sachant notre sérologie, il faudrait quand même qu'on informe nos partenaires, ou soit nos conjoints, pour éviter de les infecter. Merci si on beaucoup. n'est pas fait cela, on sera passif aussi d'emprisonnement. Merci infiniment. Merci les règles, à on les connaît. Voilà. Il ne faut pas avoir plusieurs partenaires. Il faut toujours aller avec des préservatifs, utiliser des préservatifs lorsque vous avez un partenaire et au besoin, observer l'abstinence jusqu'au mariage. Ça, c'est possible. Merci infiniment, Madame Semilou, d'être venue sur notre plateau, témoigner à visage découvert. Merci pour ces messages forts. Et on pourrait peut-être vous recevoir en d'autres circonstances pour continuer de parler parce que vous avez beaucoup de belles choses à dire. Et voilà, chers téléspectateurs, 22 01 00 00 pour participer à l'émission. Nous en